Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait un point global, situation des niveaux de valorisation aux États-Unis, etc. Parce que jour de politique monétaire, vous avez entendu ça déjà au moins 20 fois aujourd'hui, je l'imagine. Vous connaissez la situation macro, donc des chiffres d'inflation historique qui remontent à 1980, alors que les méthodologies de calcul n'ont rien à voir, donc c'est toujours assez fun de voir des gens comparer des trucs incomparables. Bref, ce qu'il en est, c'est que si on avait les méthodes de mesure dès 1980, on aurait une inflation proche de 13%, ça c'est plutôt les niveaux qu'on a dans la vie réelle, mais le CPI, lui, en dit tout autre. Donc bref, que ce soit 6,8 ou 13% de rythme de croissance annualisé de l'inflation, en soi, on s'en fout, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, et je vais même très rapidement aller en clore un autre. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que va faire la Fed ? Voilà, en soi, faut que vous compreniez toujours que quoi qu'il arrive, quand il y a de l'incertitude, ça s'extrapole sur un time frame spécifiquement, et vous devez en soi même le voir du graphique. Moi, ça fait des années que je regarde les marchés, et je peux vous dire que c'est pas en cherchant de l'information que je suis devenu meilleur. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Quand on est sur des zones d'indécision, ça doit se voir d'un point de vue technique. Donc cherchez, d'un point de vue technique, ce qui justifie cette indécision, dans quel cadre elle se met en place. Bref, en gros, utilisez votre stratégie, ce sera toujours mieux que de vous demander si J.J. Powell va nous casser le marché ou pas. Parce qu'il vaut mieux gérer des risques techniques que vous pouvez maîtriser, avec des règles sur lesquelles vous pouvez avoir une espérance de gain positive statistique, et vous dire que dans ce cas-là, tout le reste, c'est remplir de la merde dans votre cerveau. Donc, est-ce que JJ va ou non péter le marché parce que l'inflation est trop grande, donc est-ce qu'il va taper du poing sur la table? Est-ce qu'il va devenir plus hawkish? Ou est-ce qu'il va rester dovish? Est-ce qu'il va rester vague? Ou est-ce qu'il va enfin utiliser des mots? Mais putain, mais faut arrêter avec ça, c'est quand même incroyable. En fait, chaque mois, en ce moment, je suis tenu de vous faire une émission à chaque fois qu'on a une réunion de politique monétaire parce que je vous vois regarder ces conneries qui circulent partout. Donc, la presse économique, c'est de la merde, d'accord ? Ce sont vraiment des gens qui sont payés, et je ne sais pas trop s'ils arrivent à justifier leur salaire, mais ils apportent rien à votre trading, absolument rien. Donc retenez bien que de toute façon, ces gens-là, ils vont commenter. Autrement dit, ils ont déjà probablement 2 articles de près, un pour dire « Oh là là, c'est dovish », un pour dire « Oh là là, c'est hawkish ». Et ils vont publier en fonction de ce qui va être dit. Donc, ça ne sert à rien, cette information. Prenez toujours vos graphiques, et croyez toujours vos graphiques, plus qu'autre chose. Il vaut mieux se planter en ayant respecté une stratégie, c'est ce qu'on appelle la gestion du risque, que d'essayer de suivre un truc complètement subjectif comme qu'est-ce qu'il va faire Powell et qu'est-ce que les autres vont en penser. Ok ? Donc c'est vraiment pas autour de ça que ça se passe quand on parle de sphère de trading d'un milieu professionnel. Personne ne va agir par rapport à ce qui va se dire autour de la Fed. D'accord ? La plupart des gens qui ont des tradings d'initiés, ils savent déjà ce qui va se dire. Donc ils ont déjà pris leur position et ça doit déjà se voir. Donc cherchons l'incertitude de la Fed. Est-ce qu'elle se met sur le graphique daily ? Pour moi, oui. On voit bien qu'ici on est sur une fin de cycle. Donc d'un point de vue cyclique daily, quoi que la Fed dise, pour l'instant ce serait plutôt baissier. Voilà, on est plutôt donc dans la constitution d'un cycle vendeur à produire. Le momentum serait plutôt vendeur également, avec la constitution de creux et sommets descendants. D'accord ? Le dernier creux étant dans la zone de survente, théoriquement ici on n'aurait aucun mal à survendre et donc très probablement à apporter un support avec. Donc ici à mon avis il n'y a pas de soutien haussier. Donc si on y va, ça casse. Ce qui veut dire que derrière on devrait probablement se retrouver au niveau des contextes acheteurs. Quelle est la structure de ces contextes acheteurs ? Ça fait déjà des mois et des mois que les acheteurs sont chauds de la bite. C'est ce qu'on voit ici. On voit que par contre, il y a des résistances, puisqu'on n'a pas d'éclatement des contextes résistants. La seule fois où on l'a, c'est ici. Et comme je vous l'ai dit, c'est le moment où, à mon avis, la tendance aurait dû s'arrêter, s'interrompre. Et qu'au lieu de ça, on a eu donc ce statu quo de la Fed. Autrement dit, les mois de politique monétaire s'étant enchaînés en « Allô Popo, ça marche pas, l'inflation transitoire, t'as tort, mais je préfère ne pas agir. » Bref, voilà. Donc là, on était sur des décisions de politique monétaire qui ont instiguer une prise de risque en daily. Autrement dit, les risques vendeurs, ils se corrélaient au niveau de cette zone-là. C'est là où moi, personnellement, j'avais hedgé fortement le portefeuille et pris des positions vendeuses. Et ça, c'est l'invalidation des stratégies. Merci Powell. Donc,
Ok, aujourd'hui, Powell, il est dans une situation beaucoup moins sexy, hein, on va pas se mentir, puisqu'on a déjà atteint le canal de tendance ici, on rebondit dessus, mais on échoue à faire un nouveau plus haut. Donc il va de soi qu'ici, tout retour, c'est cassure du point bas, ça on le voit clairement d'une façon technique qu'on connaît. Autrement dit, ici, on risque d'avoir une troisième borne en retard, qui traduit donc d'une agressivité plus prédominante à la vente qu'à l'achat. Ok, donc là, jusque-là, le daily, c'est pas favorable à Popo. Ok, l'hebdomadaire, est-ce que Popo... il est là. Ah ben oui, Powell, il est là. Voilà. Donc là, on en a déjà parlé. Ok, l'indécision hebdomadaire, c'est que on a un squeeze sur le prix en hebdo, ce qui traduit du fait qu'il n'y a pas assez de volatilité pour prendre des paris spéculatifs. Et du coup, ça traduit aussi, surtout ici, l'indécision sur cette zone technique. On peut avoir de la volatilité. Donc c'est là qu'il se trouve Popo. Il faut regarder vos graphiques hebdomadaires. Donc en soi, on a déjà la réponse technique aujourd'hui. Quoi que dise Powell, c'est vendredi soir qu'il faudra juger. Déjà, ça commence mal. Ça veut dire que toute la merde qui va sortir ce soir à post-FOMC, tout le blabla qui va nous sortir dans la conférence de presse, ça sert à rien. C'est la clôture hebdomadaire qui fera foi. Ok. Cette clôture hebdomadaire, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'elle se produise assez significativement pour qu'elle ait un intérêt quelconque. Parce que tant qu'elle se produit à l'intérieur de ce bordel, en soi, ça n'apporte pas plus d'informations. On est en train de créer des clôtures hebdomadaires dans de la volatilité. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à sortir le momentum de son squeeze également, pour commencer à avoir éventuellement une direction. Donc, parmi les trois options possibles par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui sur Popo, soit Popo fait monter les marchés, soit Popo fait de la volatilité de merde à court terme, soit Popo fait baisser les marchés. Donc, la seule chose que vous devez capter, c'est que ça se définit sur des horizons de temps hebdomadaires. Donc, si Popo fait péter les marchés, il faut au moins qu'on vienne taper le canal de tendance, notre contexte daily. Donc, minimum de baisse à faire par Popo, 4340. Voilà, rien de bien méchant. Tant qu'on ne va pas taper ce niveau-là, il n'y a rien en soi. Il ne se passe rien. Ça peut être que, ah mon Dieu, aujourd'hui on perd 4% à cause de Popo, puis demain on les reprend. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La clôture hebdomadaire ne nous donne pas d'informations, autre mesure que soi. Bref, tant qu'on ne clôture pas la semaine ou la semaine prochaine proche des 4003, il ne se passe rien. Ça marche? Donc, en soi, déjà d'une, va falloir attendre vendredi. Donc, comprenez que l'intérêt autour d'aujourd'hui, il se diminue de plus en plus. En soi, ça sent vraiment la journée sans le moindre intérêt. Allons jeter un petit coup d'œil au mensuel, puisque donc, comme on a de l'indécision, alors on a un daily plutôt favorable à la baisse, ça on l'a vu, c'est plutôt consolidant sur le daily et plutôt baissier. L'hebdo, c'est je sais pas, je botte en touche, parce que j'ai pas assez de volatilité, mais on a identifié les niveaux clés, qui sont en fait les mêmes que les niveaux daily qu'on avait vus précédemment. Donc, quid du mensuel? Puisque là, un mensuel, c'est là que s'extrapole la tendance primaire. Ok, c'est pas de souci, c'est vraiment là que ça se passe sur la tendance. Là, il n'y a pas de mouvement baissier, hein, d'accord? Il n'y a pas de baisse à prévoir sur le mensuel pour l'instant, parce qu'on est en tendance. Ça veut surtout dire qu'il ne faut pas chercher à exploiter nécessairement les baisses. Ça ne veut pas forcément dire que la tendance, elle va se poursuivre. Là. Donc, on va faire une petite étude rapide de cette structure mensuelle. Parce que là, on est très large au-dessus des contextes, ok, c'est vénère. Là, les contextes ont déjà été 10 juin dernièrement, et on est en tendance. Donc, on en est où de la tendance? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ok, donc tendance, on étudie toujours, on regarde via les facteurs donc, de cycle, de moyenne, de comportement des prix par rapport au contexte, ok, et l'historique de la moyenne des prix qui doit normalement, théoriquement, nous contrôler tout ça. Bon, là, on ne peut pas aller sur le time frame supérieur, mais j'ai plus d'informations en trimestriel. Donc bref, de toute façon, là, je ne vais pas vous faire toute la soupe de tendance, on va très très vite. Donc le breakout, c'est là qu'on casse les cycles, ok. Le range mature qui précède, c'est ça. La sortie du range doit reporter sa valeur. Donc, on est validé, confirmé ici. Premier suivi de tendance là, deuxième ici. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que normalement, après deux suivis de tendance, je vois une phase de divergence. C'est-à-dire, normalement, on vient plus, on échoue, dès qu'on tente de déborder les contextes. Donc, normalement, déjà par là, toute cette zone-là, on aurait dû trouver des vendeurs. Bon, ça a bien tiré, ok. Là, on trouve le signal vendeur, ok. Donc là, on aurait dû avoir un pullback. Là, on aurait dû reclôturer sous les 50% de contexte, retracer au moins 23%, etc. et finir un cycle vendeur. Donc là, vous voyez que non, on finit pas de cycle vendeur, le momentum ne corrige pas, il relance sur la zone précédente et le fameux V-dip. Donc là, première anomalie par rapport à la structure de tendance mensuelle. Normalement, on aurait dû passer du temps après le Covid en restant sous le sommet, d'accord, parce qu'on avait bien retracé 23, 38%, même quasi 50% ici. Donc on avait fait tous les retracements. Normalement, on aurait dû rester là et digérer le temps de passer sous cette ligne bleue, d'accord, sous les 50% de contexte, avant de repartir faire un accès final. Ok.
Donc, bon, en soi, le marché il fait un peu ce qu'il veut, et ici, donc, on a une anomalie assez claire de marché. Après celle-là qu'on voit, hein, qui est vraiment très brutale, c'est le Covid, on voit qu'il y a une autre anomalie de marché, on n'aurait jamais dû retourner aux ATH derrière. Pas aussi vite, on aurait dû prendre le temps de ranger. Donc là, on a une anomalie. On connaît aujourd'hui la source de cette anomalie, des niveaux d'inflation dus à une impression monétaire, et donc une base monétaire en expansion, qui a nécessairement, en premier lieu, fait monter les prix en bourse. Ok, problème donc, aujourd'hui, ces prix ne montent pas qu'en bourse. Ça fait que dans l'économie réelle, les prix montent. On peut discuter pendant des heures de savoir si le CPI est une vraie mesure de l'inflation ou pas. Dans tous les cas, l'inflation, elle monte fort. Point. Ça, on en est sûr. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tout cette pognon qu'on a investi d'abord dans les marchés, aujourd'hui, il commence à peser sur la croissance. Tout simplement parce que la hausse des prix à la production, etc., diminue les marges des entreprises, qui sont obligées de répercuter la hausse de ces coûts de fabrication sur les prix de vente, et ça diminue de toute façon les marges de profitabilité des entreprises. Donc il faut bien comprendre que ça, c'est pas favorable à la croissance. Ajoutez à ça en plus toutes les distorsions sur les supply chains, et vous avez donc le cocktail explosif de la stagflation. Une inflation qui aujourd'hui réduit la croissance, ou en tout cas la bride, et l'impossibilité de continuer à imprimer notre sortie du problème comme on l'a fait cette dernière décennie, puisque cette fois, ça va direct dans l'économie réelle. Autrement dit, chaque nouveau dollar imprimé, il va dans l'inflation, dans les prix réels. Et il alimente donc de nouveau la baisse de la croissance. Donc il faut bien comprendre que plus on cherche à relancer la croissance par de l'impression monétaire aujourd'hui, plus on va produire de l'inflation qui va ralentir cette même croissance. Bref, on arrive un peu au bout du bout. Donc, j'ai envie de dire, après l'anomalie baissière, l'anomalie haussière, moi j'ai souvent tendance à dire, bon, quand on a fait ping-pong dans les deux sens, c'est probablement le moment où on va pouvoir retrouver le fameux pullback. Donc j'ai l'impression que l'anomalie qu'on a ici, elle est due à l'augmentation de la masse monétaire. Tout simplement, la hausse des dollars en circulation fait que les prix des biens limités, comme ce le sont les actions, doivent monter mécaniquement sur les effets de supply. Donc là, on a une hausse de prix qui est due à l'impression monétaire. Impression monétaire qui, on le sait, va devoir ralentir parce qu'aujourd'hui, elle a des conséquences néfastes sur la croissance. Donc il va falloir jongler un petit peu dans ce merdier, et c'est donc tout ça que les investisseurs essayent de savoir par rapport à J.J. Powell. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si est-ce qu'on va effectivement ralentir, ou est-ce que J.J. continue dans sa trajectoire de « faites confiance, de toute façon, c'est mieux quand ça monte la bourse ». Ok. Bref, donc ici, il y a de fortes chances maintenant qu'on ait deux scénarios qui se dessinent. Le premier, c'est l'excès mensuel qui va se poursuivre, puisque là, il faut bien comprendre qu'au 1er janvier, on va avoir de nouvelles boîtes de contexte en mensuel, et qu'elles vont être très hautes, puisque là, on va les remonter à ce niveau-là. Donc la boîte de contexte résistant, elle va être là, la boîte de contexte support va donc monter mécaniquement très fortement, et le 50% de contexte se déplacer à peu près par là. Ok, à peu près, hein, je dis ça, voilà. Donc il faut bien comprendre que là, ce qu'on va avoir, c'est de nouveau des boîtes de contexte disjointes, et là, elles vont être disjointes pas qu'un peu, et elles vont être disjointes support et résistance. Donc là, ça veut dire, effectivement, on s'enfonce dans l'excès mensuel. Donc première option, on continue. C'est-à-dire to the moon, money printing bro, on continue, stratosphère, bulle spéculative, égale derrière, on se mangera l'éclatement le plus brutal jamais connu par l'économie américaine. Parce que si on lance une bulle mensuelle, ça veut dire que derrière, on va se manger 10 ans de déflation. Hein. Donc là, il va falloir être très gentil. Un bear market aux États-Unis, ça me paraît très compliqué, mais si on joue au con, c'est la nécessité de ce qui se produira derrière. Donc, je ne pense pas non plus, mais retenez l'adage boursier qui dit quand même que le marché peut être beaucoup plus con que tu ne seras solvable. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Bref, vous avez compris le message. Donc faites attention, moi je pense qu'il ne faut pas annihiler la probabilité de ce scénario-là. Donc ce scénario du le marché peut quand même continuer dans la connerie, en mode c'est pas grave, de toute façon printers go brrr, et il va falloir qu'ils continuent d'imprimer. Donc nous on va continuer de monter par anticipation. Jusqu'à ce qu'on se plante, et quand on se plantera, ce sera le crack, et là, déflation, destruction du crédit, explosion de la bulle de crédit, etc. Bon, ça c'est une option, encore une fois, c'est viable, c'est un scénario qui tient sur le papier. Et, par contre, ça nécessite la poursuite de la logique spéculative dans un emballement de prise de risque de court terme. Ok, possible, donc ça c'est le risque. Le risque le plus probable, puisque les excès de marché représentent quand même moins de 5% des occurrences de prix, la plupart du temps, on a des tendances et des ranges. Donc, moi je dirais que statistiquement parlant, il vaut mieux parier sur l'autre option, sans oublier les 5% de probabilité d'un marché excessif. C'est le pullback. C'est de dire, on a eu l'excès baissier, l'excès haussier dû à l'augmentation de la masse monétaire, maintenant il va falloir qu'on normalise les deux. Autrement dit, normaliser l'effet Covid, normaliser la réponse économique qu'on a apportée au Covid.
ranger, et donc faire un pullback. Puisqu'on l'a vu, dans notre structure de prix, on a eu nos 2 suivis de tendance, il serait donc logique qu'on ait le fucking pullback. Donc moi, c'est toujours la stratégie que je privilégie, raison pour laquelle je suis ni haussier ni baissier à Wall Street actuellement. Je pense que les niveaux de valorisation qu'on a imprimés seront retracés. Voilà. Maintenant, je peux me tromper si on va pour un marché excessif, mais dans tous les cas, je ne pense pas que la valeur se déplace aujourd'hui. Elle attend qu'on revienne la chercher. Donc, je plaiderai toujours sur ce scénario de pullback. Vous connaissez mon scénario favori fondamental qui justifierait ça. Ce serait donc le scénario de la stagflation. Des niveaux d'inflation élevés parce qu'on ne peut pas arrêter les imprimantes, mais on peut ralentir le rythme d'impression. Ce qui, mécaniquement, soutiendra une croissance très faible, mais une inflation supérieure. Autrement dit, il va falloir qu'on paye la facture des impressions de l'année dernière. Et ça va se payer par un sacrifice de croissance et des niveaux d'inflation élevés de la stagflation. La stagflation, quand on l'a vu dans l'historique des prix, elle prend des formes différentes évidemment à chaque fois sous sa présentation économique, mais le schéma principal que vous devez comprendre, c'est ça. Au niveau d'inflation, croissance ralentie. Ce n'est pas de la décroissance, c'est de la croissance ralentie. Mais le problème, c'est que l'inflation étant supérieure à la croissance, ce qu'on y voit, c'est des prix de marché relativement stables, puisque donc, en soi, il n'y a plus de croissance, ça ralentit. D'accord ? Donc les rythmes de croissance ralentissants seraient supposés faire baisser les prix, ok ? Puisque je vous rappelle, le marché traite le momentum. Donc si le momentum de la croissance est à la baisse, autrement dit la croissance ralentit, on est supposé voir les prix de marché baisser fortement. Or, ce ne sera pas le cas parce qu'on aura de l'inflation et qu'il faudra compenser l'inflation due aux effets de supply par la quantité finie des actions en circulation et l'augmentation des dollars en circulation. Donc, effet de supply haussier par rapport à une demande baissière. Bien comprendre que ça produit normalement des ranges. Donc, tout est là pour le pullback. On aurait donc un range fondamental sous fond de stagflation qui devrait durer à peu près 2 ans. Et si on regarde, on a dit un pullback, ça doit finir un cycle vendeur mensuel. Donc, ce qu'on est supposé voir, c'est un truc comme ça, en fait. Si on regarde en termes de durée, si on était en train de faire le sommet aujourd'hui, ça nous ferait à peu près 25 à 26 bars mensuels. Donc, 2 à 3 ans de baisse. Vous voyez qu'en soi, d'un point de vue technique, ça colle. Voilà. Donc, il nous faut une gestion du risque. Vous voyez que, en gros, les 2 scénarios sont clairement probables. Il y en a un qui est beaucoup plus probable que l'autre parce que l'excès est par définition rare. Mais, normalement, on doit avoir des premiers signaux techniques qui doivent nous orienter dans un sens comme dans l'autre. Bon, déjà, la première des choses à noter, c'est que c'est la prochaine clôture annuelle qui va nous donner un nouveau contexte. Et si on clôture tout en haut, fort à penser qu'on tentera d'extrapoler un petit peu plus haut avant de former, dans ce cas-là, le sommet l'année prochaine. Ou peut-être plus tard, puisque je vous dis, si le sommet ne se forme pas, to the moon, bro. Mais bien comprendre que c'est assez peu probable. D'un point de vue gestion du risque, donc, moi, la dernière information que j'ai, c'est ici. On a un momentum très puissant et des cycles qui sont positionnés pour un retournement potentiel mensuel. Retournement, j'entends bien que c'est juste la phase de début du pullback. Le pullback, il doit nous amener sur les niveaux de retracement FIBO 23 ou 38 et guère plus. Voilà. Mais il doit nous amener au moins sous le FIBO 50, sous le 50% de contexte. Donc il faut être patient. Voilà ce que ça veut dire. Donc pour moi, tout tourne autour de ce signal-là. Ok, ce signal-là, c'est la bougie ici. Horrible, avalement baissier. Normalement, franchement, bon voilà. Maintenant, on était tellement gavé de conneries, etc., que, non, on a relancé un petit coup, avalement haussier sur la bougie suivante. Par contre, j'aime pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle une étoile filante. Et ce qu'il faut que vous notiez, c'est que pour l'instant, on a déjà cassé le point bas de cette étoile filante. Autrement dit, la clôture mensuelle de décembre sera capitale. Donc on l'a dit, en soi, ce que va dire Popo aujourd'hui, on s'en branle. D'accord ? Ça n'a aucun intérêt. La clôture daily aujourd'hui n'apportera aucune information parce qu'elle peut être très rapidement invalidée dès demain ou après-demain. Ce qui sera important, c'est la clôture de vendredi soir. Parce que si elle tire vers la zone des 4003, c'est qu'on commence à amorcer un renversement. Mais si on finissait la semaine à 4003, attention, il reste encore quelques semaines avant d'arriver à la fin de l'année. Ok ? Mais si à la fin de l'année, on clôture à 4003, ce qu'on va avoir ici, c'est quoi ? Bougie haussière, doji, bougie baissière. Ce sera une evening star. C'est une structure de chandelier japonais en retournement terminée. Autrement dit, on sera venu chercher du surachat, on aura tenté une petite evening star par-dessus, et là, terminé. On aura la structure de renversement mensuel. Ça ne veut pas dire qu'on sera là en 2 mois. Ça veut dire que s'il y a un catalyseur fort comme le Covid, oui, mais très sincèrement, moi j'ai un adage qui dit qu'une fois que la foudre a tapé, elle frappera rarement au même endroit. Donc j'ai pas l'impression qu'on va se remanger un Black Swan. J'ai plutôt l'impression qu'on va se manger, comme je vous dis, 2 à 3 ans de baisse. Cette consolidation visera des niveaux techniques de 23 à 38%. Voilà le scénario que je favorise. Dans un univers de stagflation, dans lequel la Fed va être obligée de resserrer la politique monétaire sans jamais devenir hawkish, parce que sinon c'est la croissance qui passe en décroissance,
Donc n'oublions pas qu'on restera en croissance. La croissance sera probablement soutenue de manière pseudo-artificielle, donc des soutiens monétaires, mais le rythme de ce soutien monétaire va devoir ralentir pour éviter que l'inflation soit hors de contrôle. Voilà un peu mon schéma. Donc, je ne sais pas quelle forme prendra cette consolidation. Je sais que de toute façon, elle devrait prendre à peu près 2 à 3 ans. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, je pense qu'il faut être patient. Je pense qu'il faut être rationnel sur les valorisations de marché, rationnel aussi sur les objectifs de consolidation. Vous attendez pas à des baisses de 60%. Ce qu'on a, c'est moins 20, moins 35 grand maximum. Autrement dit, c'est un peu les soldes, c'est le pullback. Et après, on ira plus haut. Donc, n'oublions pas, dans tous les cas, il y a du potentiel haussier dans les prochaines années. Il ne faut pas être bear, perma-bear, etc. Voilà. Mais prudence sur les valos de marché actuels, c'est pas maintenant qu'il faut acheter, c'est là maintenant qu'il fallait encaisser des profits, comprendre que selon la clôture mensuelle qu'on va avoir, il est possible qu'on ait quelques mois encore à la hausse en début d'année prochaine, phase de distribution, un peu comme on avait vu à l'époque. Maintenant, moi, vu la connerie ici, je plaiderai pas. Quand je vois la façon dont on s'est retourné ici, je pense qu'on va se manger un retournement assez brutal vers les différents niveaux de support. Donc, restez ouvert à la volatilité, comme je vous le soutiens. C'est pas parce que le calme ambiant a l'air d'être acté que seul sera vraiment. Je vous l'ai toujours dit aussi, il y a plein d'autres problèmes aujourd'hui dans la structure de prix, la participation au marché, et je ne vous parle pas des gamma squeeze qu'on a sur Apple, etc., qui sont des valos qui... Enfin, c'est des licornes boursières, c'est top market cap aux US. Si elle se prend une mandale de 30% parce que le gamma squeeze est terminé, ça va se voir tout de suite sur le S&P 500. Donc, restons pragmatiques, restons logiques. Il ne s'agit pas de parler de bear market, il s'agit de parler d'un rythme consolidant en mensuel. Donc, ça pourra prendre la forme d'un bear market, mais par contre, les baisses de prix ne seront clairement pas de l'ordre de ce qu'on a connu en 2008, etc. Vous ne verrez pas des baisses de 60, 70, 80%. Un pullback, on va se limiter à 20, 30% maximum de baisse, normalement. Évidemment, sauf cas de figure où on va se manger un black swan par-dessus. Mais je reste assez peu favorable à ce type d'options parce qu'elles sont statistiquement peu significatives. Je dis, la foudre tape rarement 2 fois au même endroit. Bref, donc, les 2 options qu'on a, enfin les 3 options, donc une très peu probable, que je néglige personnellement, l'option du Black Swan. Dans ce cas-là, on ira chercher des moins 50, 60%, bref, on reviendra peut-être sur les points bas Covid. Je suis très peu favorable à cette option-là, parce que très improbable. La deuxième, c'est la poursuite de l'excès et son accélération. Dans ce cas-là, ce qu'on a vu sur Apple, c'est que le début, ça va se produire partout et on va avoir des gamma squeeze sur toutes les grosses valeurs américaines et la bourse va partir dans la plus grosse bulle spéculative jamais connue, ce qui veut dire que là derrière, on aura des éclatements de 80% des valorisations boursières. Mais très peu probable, parce que marché excessif égale moins de 5% de chances que ça se produise. Ça reste statistiquement significatif, mais on ne peut pas le prendre en compte dans la gestion du risque. C'est-à-dire, si ça doit se produire, je prendrai éventuellement des stop-loss si je suis vendeur, et puis tant pis. Voilà. Mais je suis de toute façon acheteur aussi du marché, donc je finirai par en profiter tôt ou tard. Et option numéro 3, celle que je favorise, après un excès baissier dû à un catalyseur et un excès haussier dû à des politiques monétaires beaucoup trop accommodantes, on va rentrer en phase de pullback pendant les prochaines années. Quelle sera la structure de ce pullback, j'en sais rien, mais je sais qu'il ne faut pas acheter durablement tant qu'on n'est pas sous les 50% de contexte. Donc, naviguer à vue, ça prendra à peu près 2 à 3 ans, à partir du moment où on aura formé le sommet. Pour l'instant, à mon avis, on n'en est pas loin, mais la clôture de décembre sera là pour juger. Autrement dit, Powell aujourd'hui. On s'en fout, il faudra regarder la clôture hebdomadaire, il faudra regarder la clôture mensuelle. Si elle est en Evening Star, c'est game over, c'est fini, il n'y aura pas de plus haut l'année prochaine, et on aura probablement 2 ans de conso derrière, à peu près à venir derrière. 2 ans de stagflation, donc c'est pas une situation économique très bandante, mais c'est très loin de la récession, je vous rassure. Donc, restons rationnels, et n'oubliez pas que sur ces différents supports, il y aura de très belles opportunités d'achat avec des prix discountés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc, pas de panique, pas de bear market, mais pas d'euphorie stupide. Les gens qui parient sur la continuation perpétuelle des marchés avec leur momentum de court terme parient donc sur un excès qui, statistiquement parlant, a moins de 5% de chances de se produire. Maintenant, s'ils ont raison, bravo. Moi, je ne fais pas ce pari. Je reste attentiste et je regarde donc les clôtures mensuelles qui m'orienteront sur ce qu'il y a à venir derrière. Bye bye!